Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai un invité et pas n'importe qui. Donc il s'agit de Thomas Bayo de la marque Bayo. Donc salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Bonjour Maxime, merci de me recevoir dans ton canal. La marque Bayo, la marque BA111D, la marque BA1110D, en fait on peut prononcer de plein de manières, c'était le but. Bon bah super. C'est vrai qu'on se demande un petit peu comment la prononcer avec le 111 OD, mais bon après je me suis dit c'est un petit peu comme ton nom de famille du coup. Bah, À la base c'était ça, mais j'ai voulu complexifier un peu la chose, surtout le rendre assez imprononçable, volontairement, puisque à la base, comme tu le sais, c'était pas l'idée de créer une marque, c'était plutôt de tester un concept. Et dans le concept, il y avait ce besoin de provoquer ce qu'on appelle le service, le storytelling, et mettre un nom imprononçable, évidemment, souvent permet de démarrer des discussions, des conversations au sujet du nom. c'est vrai qu'effectivement, voilà, on a tout de suite envie de demander comment ça se prononce et puis bah, de fil en aiguille, finalement, on arrive à parler de la marque et puis un petit peu de ton projet, de toi en fait. Mais du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé en fait à créer ta marque? Avec plaisir. Alors moi, je suis suisse, ou même né dans une montre, un enfant du sérail horloger. J'ai grandi à Chaux-de-Fonds dans les années 70, 70 pour nos amis francophones. Ça va, on Euh, comprend. et puis, alors issu d'une lignée quand même pas directement horlogère, j'avais un aïeul, Ulysse Bayo, qui était horloger au Locle. Mon père était patron de presse et très impliqué dans tout ce qui est de relater l'horlogerie, et spécialement, il était sur le pont dans les années 70, quand il y a eu la crise du quartz, 70-80. Et je me souviens à la maison, puisqu'il était journaliste, voir passer des Hayek, des Boom, des Bloom, des Banvart, un peu tous les grands noms, tous ces noms qui ont fasciné l'horlogerie, façonné l'horlogerie d'aujourd'hui. Et donc moi, j'écoutais, alors j'étais un peu occupé avec mes Lego en ce temps-là, hein, mais j'écoutais quand même une oreille attentive. Ensuite, j'ai fait un cursus universitaire en économie internationale, relations internationales. Et après un bref passage dans la presse, publicité, donc les annonces dans les journaux, etc., j'ai bifurqué dans l'horlogerie et j'y ai fait carrière dans les ventes internationales. En résumé, pendant 15 ans, ma vie, c'était de voyager et d'aller construire des réseaux de distribution aux quatre coins du monde. Et pendant 15 ans, j'ai fait à peu près toutes les postures vente, distribution qu'on peut faire, ce qui fait de moi un spécialiste de la distribution horlogère internationale. Ok, bon, ça nous permettra aussi de mieux comprendre un petit peu par la suite bah, le cheminement pour la création de la marque et puis la distribution actuelle aussi, je pense. Hein, donc, Exactement. Mais alors, je relève, je ne suis pas horloger et je ne suis pas du marketing. Ce que je fais, moi, c'est de la distribution. Alors, c'est clair que le marketing et la distribution, souvent la distribution tombe sous le dicaster du marketing, alors que c'est fondamentalement ou diamétralement opposé d'un point de vue financier. Le marketing dépense de l'argent, c'est un flux sortant. La distribution permet de faire rentrer l'argent. C'est un flux entrant, c'est d'ailleurs le seul flux qui permet de matérialiser, de concrétiser la vente, qui est en fait le but du jeu, si on peut appeler ça un jeu. Je rappelle que produire une montre et une montre en vitrine, c'est la somme de tous les investissements que tous les acteurs de la chaîne consentent. Mais en fait, c'est de l'argent qui est dehors. Et cet argent ne se réalise qu'à partir du moment où la montre est vendue. Donc, quelqu'un, un consommateur final, va dans le magasin, achète la montre, et à partir de ce moment-là, l'argent que lui va dépenser permet de couvrir les frais et le salaire du détaillant, qui lui couvre les frais et le salaire du distributeur, qui lui va permettre de couvrir les frais et salaires de la marque, et la marque paye évidemment les co-traitants, communément appelés sous-traitants, que je trouve un petit peu arrogant de dire comme ça, les co-traitants qui, eux, produisent les montres. Et donc, en fait, c'est une espèce de chaîne, et moi, j'agissais sur le bout de la chaîne, en fait, sur ce bras. Ça a la même fonction qu'un bras, en fait, qui permet à l'entreprise d'interagir avec l'extérieur et de matérialiser, finalement, d'arriver à se tenter, où les deux doigts se touchent, la montre et le consommateur final qui l'achète. ok, très bien. Et après, du coup, t'as une autre expérience avec l'horlogerie où j'ai cru voir Alors que après, tu avais aussi travaillé chez Victorinox. Alors justement, j'ai travaillé 10 ans chez Victorinox à la vente internationale. J'étais 2 ans quasiment chez Maurice Lacroix, direction des ventes internationales. Un peu moins d'une année chez Douera, très belle marque. Et ensuite, je suis devenu consultant indépendant. J'ai aidé des marques à se développer et surtout un petit peu par accident, j'ai commencé d'enseigner.
dans un MBA qui s'appelait Master Luxe à Genève. Et finalement, c'était en fait 2 jours de cours, c'est quand même 16 heures, hein, il faut quand même compiler pas mal de savoir. Et ce savoir, je l'ai recyclé dans une académie que j'ai créée, qu'on trouve toujours en ligne mais qui est en pause, ça s'appelle Watch Trade Academy, où j'ai formé des centaines de cadres de l'industrie horlogère, des start-upers, etc., des entrepreneurs qui lançaient leur marque, à comment vendre une montre. Puisque c'est très bien de produire une montre, sauf que à partir de le garder en vitrine ou chez soi sur une commode, le but c'est de la vendre. Et beaucoup de gens en fait savent fabriquer des montres, mais ne savent pas la vendre. Et j'expliquais comment en fait on peut vendre une montre aujourd'hui. Et de fil en aiguille, pour conclure, on a toujours depuis des siècles vendu une montre d'une manière similaire. Ça s'appelle la distribution traditionnelle. Elle utilise en fait des segments. La marque vend à des distributeurs qui prennent la marque dans un pays. Le distributeur vend à des détaillants, c'est celui qui habite au coin de chez vous. Et vous, comme consommateur final, vous allez clore cet exercice de vente. C'est pour ça qu'on vous appelle consommateur final. C'est linéaire, ça s'arrête. Et justement, j'enseignais ça. Et j'ai réfléchi beaucoup dans mes enseignements sur l'impact du digital, pas sur le marketing cette fois, mais sur la distribution, ce qu'on appelle le e-commerce. Cette route très très courte entre la marque et le consommateur final, qu'on peut accéder évidemment via le téléphone portable à la poche de tous les consommateurs. Et je me suis rendu compte en fait que ces 2 modèles économiques, le traditionnel et le e-commerce, étaient sous-optimales. Le commerce est sous-optimal parce qu'il est très très riche en expérience. Vous allez dans un magasin, vous êtes reçu, vous voyez l'objet, mais c'est très très cher. Et ça coûte, la distribution coûte environ 2/3 du prix de l'objet que vous achetez. Peu de gens le savent, mais en fait, si vous mettez le marketing et la distribution ensemble, vous avez 70% quasiment du coût de l'objet que vous acquérez, alors qu'une montre dans une catégorie de prix en dessous de 1 000 €, la montre va coûter à moins de 200 € à produire. Donc, le e-commerce pallie un petit peu à ça, parce qu'en général, en e-commerce, ils vous le vendent au même prix qu'en magasin, et ils se mettent une marge monstrueuse dans la poche. Les intermédiaires, quoi. On sucre les intermédiaires, et en fait, la marque va faire 200-300% de profit en plus, ce qui fait que le e-commerce est extrêmement intéressant en termes de marge, mais très mauvais en termes d'expérience. C'est aussi froid que le pixel de votre téléphone. Et moi, je cherchais une voie entre la vente physique et la vente digitale, une voie qui s'appelle Figital. Ça fait 5-6 ans que j'en parle, peut-être je suis un des premiers en Suisse dans l'horlogerie à en parler. Cette voie qui réconcilie l'expérience et la marge. Et ça, chez nous, on l'a appelé le oui-commerce. Oui, qui est l'évolution du e-commerce. Oui, c'est nous, c'est la communauté. Et en fait, j'ai de manière théorique formulé un modèle économique qui était du oui-commerce et qui réconciliait la marge et l'expérience. Et cette expérience-là, je voulais la tester et j'ai approché une vingtaine de marques ici en Suisse en leur proposant mon modèle, en leur disant je pense qu'aujourd'hui c'est un modèle tourné vers l'avenir. Et toutes les marques m'ont dit écoutez c'est bien, Figital on n'a jamais entendu, on ne comprend pas votre truc, de toute façon ça n'a jamais marché. Donc au bout d'une année, respectueusement, je me suis dit tant pis, je vais le faire moi. Et j'ai en fait créé 3 modèles pour tester mon concept sans aucune intention honnêtement de lancer une marque. Sauf que ça a tellement marché que je me retrouve 3 ans plus tard, avec un chiffre d'affaires de 3 millions de francs ou quasiment d'euros. C'est équivalent. On est 10 ici à Neuchâtel et une start-up évidemment qui est assez visible maintenant puisque on arrive à réaliser en fait, grâce à ce modèle économique, des modèles qui sont impactants, qui sont fantastiques. Maintenant, on ne fait plus que du Swiss made, dont le tourbillon, le fameux, qui est 100% fait ici dans la région de Neuchâtel, à des prix, je le dis sans détour, inconnus ou jamais vus ou jamais égalés dans l'industrie horlogère. Ah mais c'est incroyable, hein. Quand on voit les prix et quand on voit la qualité, je peux en parler. Tu peux en juger de toi-même, on t'a envoyé un tourbillon pour l'évaluer, tu vas nous le renvoyer après. Tu l'as au bras et puis tu peux juger de toi-même de qu'est-ce que tu penses de ce tourbillon, des finitions. En fait, le problème fondamental qu'on a dans ma marque, c'est qu'on est trop bon marché pour être crédible. Et d'où le nom justement de ce tourbillon, le dilemme de Veblen. Et c'est le problème, c'est que les gens se disent à ce prix-là, c'est forcément un tourbillon qui est moins bon, c'est forcément moins bien. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ce tourbillon est produit dans les mêmes usines que les plus grandes marques au monde qui vendent des tourbillons à des prix évidemment supérieurs. Et l'attention au détail est assez spectaculaire. Il y a des anglages, on a énormément de finitions sur les ponts.
Sur la boîte, on utilise les meilleurs artisans ici. C'est une boîte en titane grade 5. On a du DLC sur la boîte. On a un tourbillon superlatif de 105 heures de réserve de marche. Donc, on est vraiment allé très, très loin. C'est de l'Alto Calpa dedans. Malgré tout, c'est environ 6 000 euros, 6 500 euros avec taxes, qui sont plus élevés en France qu'en Suisse. Qui est Thorstein Veblen, du nom de Dilemme de Veblen? Thorstein Veblen est un économiste autrichien qui a théorisé sur ce qu'on appelle l'effet Veblen ou l'effet Snob. C'est en fait dans l'offre et la demande, quand le prix d'un bien augmente, en général la demande va diminuer, sauf que dans les biens ostentatoires, dans les biens de luxe, c'est l'inverse. Plus la montre est chère, plus le bien est cher, plus les gens ont tendance à vouloir l'acheter parce que de un, c'est un marqueur social, statutaire, qui montre que si on a cette montre, évidemment, on peut affirmer un statut social. Et aussi, le fait que les gens ne puissent pas l'avoir, c'est ce qu'on parle justement beaucoup dans l'horlogerie, d'exclusivité, d'exclusif. Exclusif vient d'exclure, et le facteur excluant, c'est le facteur financier. Pourquoi on l'a appelé le dilemme de Veblen? Parce qu'à 5-6 000 euros, les gens nous disent, déjà, ils nous disaient, c'est un tourbillon chinois, ce qui n'est pas du tout le cas. Et les gens nous disent, forcément, c'est un petit peu moins bien. Sauf que non. Très honnêtement, Maxime, ce tourbillon a les mêmes propriétés que les tourbillons vendus 10 fois le même prix, qui utilisent d'ailleurs le même mouvement. Et on l'a appelé le dilemme de Veblen pour répondre en avance à la question qui va venir. À ce prix-là, c'est forcément un peu moins bien. Non. Là, par exemple, je te montre en exclusivité quasiment le nouveau Chrono Magma, qui est sorti et qu'on va livrer maintenant dans les semaines qui viennent. C'est un Valjoux 7750. C'est bezel, une lunette en céramique qui est incroyable, une complexité de cadran absolument folle, et ça c'est vendu environ 1 400 euros. C'est incroyable les prix. Quand on voit les prix, on a l'impression qu'il y a des erreurs en fait, mais en fait c'est tout le système justement, ce que tu as mis en place qui permet d'avoir des prix comme ça en fait. Et finalement c'est peut-être le prix juste, mais on n'est plus habitué à ça aussi quoi finalement, parce qu'on est habitué à payer du marketing et tout ça. Alors il n'y a pas de juste ou pas juste. Si tu veux, aujourd'hui, tout le monde connaît l'adage. C'est pas le taxi qui est important, c'est Uber. C'est pas l'hôtel, c'est Airbnb. Si tu veux, c'est l'écosystème qui est important. Et il n'y a pas de juste ou pas juste. Le détaillant qui, depuis des années, t'attend à l'angle de chez toi, tous les jours, il ouvre son magasin, il paye des employés, il paye des locations, il a des millions en stock en vitrine. Cette commodité-là a un coût. Donc, c'est tout à fait juste que le détaillant prenne une grande marge parce qu'il a énormément de coûts. Le distributeur qui prend le risque financier d'acheminer des stocks dans un pays, etc., c'est normal qu'il ait une marge. Donc, si tu veux, il n'y a pas de juste ou pas juste. C'est un modèle d'affaires qui a été construit en silo qui permet, quand tu veux, d'aller à l'angle près de chez toi acheter une montre. Cette commodité-là a un coût parce qu'on ne savait pas vendre autrement que de cette manière-là. Il faut un sanctuaire. Il faut une simultanéité de lieu et de temps pour que, dans un moment, tu puisses aller dans un lieu dédié, voir une montre, quelqu'un te reçoit, etc. Tout ça, ça a un coût. Donc moi, si tu veux, le e-commerce pourrait, au contraire, vendre meilleur marché, sauf que le e-commerce, étant donné que la marque n'est plus visible, doit surcompenser en marketing. Tu dois vraiment dépenser beaucoup en marketing. Il y a des marques qu'on appelle des pure players, que tu vois dès que tu ouvres Internet, dès que tu ouvres Instagram, tu vois des pubs sponsorisées. Ça aussi, c'est toi, ton client, qui va le payer. Et si tu veux, moi, j'ai été plus loin en essayant de comprendre comment on peut enlever la partie marketing aussi. C'est très simple, la distribution traditionnelle, c'est un facteur 7 par le coût de production jusqu'au prix final. 7 ou plus, ça dépend de ce que les marques vont prendre comme marge, l'appétit des marques. Les pure players, les e-commerce, c'est un facteur 4. Nous, on est un facteur 2. Ce qui me fait dire, et il n'y a aucune arrogance là-dessus, mais c'est qu'en fait, tu ne peux pas battre mon modèle. Tu ne peux pas aller en C'est compliqué, là, effectivement. Oui, il y en a qu'un qui est arrivé, en fait, c'est Robin des Bois. C'est-à-dire, il te redonne le profit. Mais nous, on a quand même besoin du profit. Mais tout le reste, c'est peut-être un petit peu périlleux comme anecdote. Mais en fait, quand tu vas chez le boucher et tu achètes ton T-bone steak, tu vas payer l'os. Tu ne le manges pas, ça c'est la distribution. Tu vas payer le gras, tu ne la manges pas, alors ça donne du goût, mais en fait tu ne manges pas. Et ce que tu manges, c'est le bout de viande. Et nous, on te donne le bout de viande en fait. Sans le reste. C'est romantique, on parle de monde. Non, mais c'est un exemple qui peut parler à tout le monde, au moins comme ça. Au moins, tu vois ce que tu as. Mais c'est bien parce que je pense que souvent on est là quand on fait des tests vidéo, quand on parle de montres entre amis, en passionnés, n'importe avec qui.
c'est toujours le prix en fait qui revient, à savoir est-ce qu'on a payé, est-ce qu'on a le sentiment déjà d'avoir payé le prix, on va dire Ouais. juste. Bah, après, juste encore une fois, c'est juste pour la marque. Est-ce que une marque a besoin aussi de payer ses salariés, etc. Mais en fait, voilà, c'est toujours un petit peu le cheval de bataille, le prix et un. Bah Ça écoute, fait débat en fait. Hein. moi j'ai grandi dans les cuisines de l'horlogerie, donc si tu veux, je peux exactement te dire les prix des composants. Après, il y a des choix qui sont faits dans les composants, il y a des grades. Nous, on est en grade A. Grade A, c'est le grade qu'utilisent les meilleures marques. Tu as des grades B, tu as des grades C, c'est les montres que tu vois à 100 € en magasin. Donc la qualité des composants, la qualité d'exécution, ça fait une grande différence. Et puis après, ben, il y a l'appétit des marques. Et puis, bah, de nouveau, le prix juste, quand tu achètes une marque historique, bah, tu vas acheter tout son passé, tu vas acheter énormément de choses. Il y a aussi ben, des marques qui ont façonné l'horlogerie. Ces marques-là, ben, on doit tous quelque part leur payer un tribut parce que c'est eux qui ont fait tous les développements, c'est eux qui ont fait. C'était d'ailleurs un des grands problèmes avec le Swatch Group, hein, qui avait ETA. ETA en fait fournissait des mouvements à beaucoup d'autres marques qui elles n'investissaient pas dans l'outil industriel et du coup l'investissaient en marketing. Et à un moment, bah, Hayek il a dit bah, vous êtes sympa, si vous voulez vraiment prétendre que vous faites des mouvements incroyables, bah, faites vos mouvements tout seul. Et c'est clair que quand on connaît les coûts de fabrication d'une montre et quand on voit certaines fois c'est justifié, moi il y a des marques que je vais évidemment pas citer, je m'arrache les cheveux et je me marre. Parce que franchement, vous achetez du vent. Hein. Non, mais c'est ça, c'est la différence entre quelqu'un qui est dans le milieu, en tout cas Bah ouais. qui connaît un peu tout ça, de quelqu'un de lambda qui est étranger à ce système-là et qui finalement ne sait pas en fait ce qu'il paye, ce qu'il achète, quoi. Donc effectivement, en sachant tout ça, c'est aussi différent, on a un regard différent et du coup, et c'est vrai que là, c'est une révolution que t'as pu faire avec ta marque en fait, hein, d'un côté. Bah écoute, oui. Enfin, c'est un modèle en tout cas que peut-être personne n'a osé mettre en place. Peut-être personne n'a mis en place ce modèle. C'est, on va dire, la forme la plus extrême, la plus dépouillée qu'on pourrait avoir. Mais alors, si tu veux, il y a des marques qui le font, mais qui se mettent le bénéfice dans la poche. Maintenant, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai une tendance assez altruiste. Moi, je viens de Chaux-de-Fonds, c'est une ville assez prolétaire, c'est là où il y a toutes les usines. J'ai plein d'amis qui bossent dans l'horlogerie, dans plein de différents domaines. Et si tu veux, sans paraître un tout petit peu ringard, mais moi, je connais les gens qui se lèvent à 5h30, 6h du matin, qui vont bûcher toute la journée à l'usine à polir des boîtes. Et ces gens-là, ben, ils ont de la valeur. Et si tu veux un modèle économique où les deux vrais héros, c'est pas des gars d'Hollywood hein, qu'on paye très cher comme ambassadeur, les deux vrais héros qui sont les gens qui font les montres et les gens qui payent le salaire de tout le monde, c'est-à-dire toi et moi, le consommateur final, c'est en fait dans le modèle économique courant, ces deux acteurs sont oubliés. On parle jamais des gars qui font vraiment les montres. Souvent les marques disent moi je, alors que c'est pas elles qui ont dessiné les montres. C'est des personnes de l'ombre en fait. C'est les personnes de l'ombre. Et le client final qui est complètement lié, tu sais ce que c'est un client final? Imagine une énorme tablée. À cette table, il y a les co-traitants, il y a les marques, les ambassadeurs, les influenceurs, les consultants, toute cette équipe-là. Toute cette équipe se fait un monstre gueuleton, une grosse bouffe. Et au bout de la table, il y a un gars qui est assis. Personne ne lui parle, personne ne le connaît, il ne mange pas. Mais à la fin de la soirée, il se lève et il règle l'addition pour toute la table. Ça, c'est le consommateur final. Et tu sais quoi, il n'y a personne qui dit merci. Et moi, dans mon modèle économique, moi, si je peux payer le salaire de mes employés, vivre décemment, et puis faire en sorte que les clients ont de la très belle horlogerie au poignet, je suis content, j'ai rien besoin de plus. Et finalement, c'est un petit peu, voilà, détonnant un tout petit peu dans l'ambiance fastueuse et le luxe de l'horlogerie, où quelque part, moi j'arrive avec des marges qui sont raisonnables, mais j'ai épuré l'ensemble du système et je leur donne aux clients. En fait, ce que vous avez au poignet, c'est, avec la marque Bayo, c'est une qualité incroyable à un prix qui est, on va dire juste, ou qui est très accessible, mais sans aucun compromis sur la qualité. C'est ça. Et en voyant ce tourbillon, franchement, c'est ce qu'on ressent. Et du coup, ça me permet de rebondir aussi là-dessus. Comment est venue en fait l'idée de faire un tourbillon? Est-ce que ça a été simple? Est-ce qu'il a fallu du coup trouver, j'imagine, des artisans pour aussi créer le projet, pour assembler la montre? Enfin, comment ça s'est passé un petit peu le développement? Il y a le pourquoi, il y a le comment. Le pourquoi, tu vas sourire. En fait, quand j'ai lancé mon concept, c'était sur des montres à moins de 400 €.
double oscillateur, avec franchement, qui était très impactant en termes visuels, pour cause, en fait, les montres n'étaient pas Swissmade. C'est un mouvement asiatique qui marche très bien, qu'on avait complètement reconditionné ici, l'assemblage se faisait ici. Mais du coup, en fait, pour moi, la filière de production était totalement secondaire dans ma démonstration, puisque moi, je voulais pas démontrer comment on produit une montre, mais comment on la vend. Pour le coup, après, on m'a dit, écoute, ton modèle économique, il est bien, mais il marque avec des montres asiatiques à moins de 400 €. Donc, j'ai fait un chapitre 3 qui est Swissmade et que j'ai vendu à 500 €. Et là, du coup, ça a été quand même la surprise, mais les gens m'ont dit, en fait, de nouveau, ok, c'est Swissmade, c'est bien, mais en fait, ça marche qu'avec des montres à 500 €. Et pour le coup, je me suis dit, vous savez quoi, en fait, on va essayer de faire un tourbillon, on va essayer de voir si dans mon modèle, on peut vendre une montre à 50 000 € selon mon modèle. Et la réponse a été oui, sauf que dans mon modèle, elle ne vaut pas 50 000, elle vaut 5 000. Ça, c'est le pourquoi. Donc, en fait, c'était une volonté de démontrer qu'on pouvait tout à fait faire une montre 100% suisse à ce prix-là et que ça marche dans mon modèle. Le comment, en se levant un matin en me disant, tu sais quoi, je vais faire un tourbillon. C'était vraiment aussi simple que ça. J'ai appelé une amie qui est designer et je lui ai lancé un défi. Elle m'avait déjà dit qu'elle serait intéressée un jour de collaborer avec moi. J'ai lancé le défi de me faire un tourbillon en 2 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu l'idée un 1er septembre 2021 et le 11 octobre, 11 du 10, BA1110D, j'avais mon prototype au poignet. 6 semaines de l'idée à la réalisation d'un prototype. C'est rien du tout. Bon, c'est même impossible. Je ne sais pas comment on a fait. Je sais, parce qu'en fait, écoute, tous ces artisans, tous ces génies comme Olivier Maury, etc., c'est des gens que je connais. C'est des gens qui habitent à Chaux-de-Fonds. Beaucoup sont des gens qui, d'ailleurs, avaient acheté ma marque déjà, étaient très curieux de mon modèle économique. Et en fait, je les ai appelés, je leur ai dit, j'ai un défi, j'ai envie de faire un tourbillon. Est-ce que ça vous dit? Alors, ils ont été un peu surpris par les délais, bien sûr. Mais tout le monde m'a dit, tu sais quoi, on va le faire. Et pour une raison très, très simple, Maxime, c'est que les marques, évidemment, veulent maximiser le profit. C'est leur raison d'exister ou de continuer d'exister. Et souvent, les marques, en fait, vont limer les marges des co-traitants en leur disant, si tu baisses pas de 2 $, moi, je vais les faire ailleurs, je vais en Asie, etc. Et qu'est-ce que mon modèle démontre? Les co-traitants, honnêtement, je veux dire, je pense qu'ils aiment bien mon modèle économique parce que ce que ça permet de dire aux sous-traitants, aux co-traitants, quand les marques viennent leur dire c'est trop cher, il faut baisser vos prix, les gars ils leur disent vous rigolez, je ne fais pas de rabais et lui il vend un tourbillon à 5 000 €. Le problème c'est pas nous, le problème c'est vous, mesdames les marques, messieurs les marques. Donc les co-traitants en fait m'ont soutenu parce que mon modèle permet de démontrer que finalement, si tu veux, le coût, si on simplifie d'une montre à 1 000 €, c'est 175 € de prod. Donc en fait, la production, c'est 17,5% du problème. La distribution et le marketing, c'est 70%. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va aller, emmerder les co-traitants pour grappiller 0,5 ou 1% alors qu'il y a 70% qui ne sont pas. Oui, c'est pas sur ça qu'il faut faire pression, quoi. Enfin, c'est pas le levier à bouger, en tout cas. C'est pas le levier à bouger. Et aujourd'hui, c'est plus comme dans les années 80, par la performance industrielle, ce qu'a fait M. Hayek et tous les autres génies de l'époque, en réindustrialisant la manière de produire une montre. Donc, c'est pas en baissant le coût de prod, c'est pas le taxi, c'est Uber. C'est la manière de vendre aujourd'hui qu'il faut repenser. Et à l'ère du digital, évidemment, la manière de vendre est différente. Et chez nous, on fait du e-commerce, c'est-à-dire on a une approche communautaire. Attention, on n'est pas du tout ni dans le jeu de l'avion, ni dans du Tupperware, c'est pas un job, c'est pas, etc. C'est simplement, si vous avez envie, voire souvent, même si vous n'avez pas envie, vous baladez avec le tourbillon, vous mettez au poignet, le chrono ou les autres, souvent les gens vont vous dire « Waouh, c'est quoi, elle est belle ta montre, c'est quoi la marque ?» D'où le fait de ne pas savoir la prononcer, donc tu vas devoir expliquer. Et finalement, c'est une vente qui se fait de personne à personne. Et on a mis d'ailleurs une technologie qui est unique dans ce tourbillon, c'est un verre connecté. Il suffit d'apposer en fait ton téléphone sur le tourbillon et ça va te faire sortir un lien. Attends, je vais te le faire là. Tac, tac. Et en fait, il y a un lien qui vient s'afficher. Et ce lien-là, alors chez moi, j'y ai mis ma carte de visite.
mais tu peux mettre justement ta propre boutique. Et si tu vas sur BA111OD Community sur Google, tu vas trouver notre communauté. Donc tu peux t'inscrire en tant que membre. Quand tu achètes une montre, tu deviens Affluendor. Et là, tu peux recommander. Affluendor, c'est un mot valise qui veut dire ambassadeur, influenceur, vendeur. Influenceur, vendeur, c'est la distribution. Okay. Et quand tu le fais, tu gagnes des points. C'est un nombre limité, donc c'est pas du tout un jeu de l'avion. C'est pas un job non plus, tu gagnes pas d'argent. Mais au bout de 5-6 fois où tu as recommandé une montre, ben, tu peux avoir une montre gratuite. Ou un repas dans un restaurant gastronomique, ou etc., etc. Donc si tu veux, en fait, on donne en retour. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de payer un influenceur ou un ambassadeur qui est payé pour dire j'adore la montre? Ben, il n'est pas sincère. La personne qui a payé sa montre, ben, lui, il va te donner son feedback. Tu es avec un collègue de travail, il va dire ben, moi, j'ai acheté la montre, voilà ce que j'en pense. Ben, tu peux croire son avis. Ben, moi, c'est cet avis-là qui m'intéresse. C'est les clients qui en parlent le mieux, finalement, quoi. Bah, c'est les clients qui l'ont payé, qui sont les mieux placés pour en dire ce qu'ils en pensent. Et s'ils le font, bah, moi, je leur donne des points, je leur donne en retour. On fait tous de la pub tous les jours. Tu as des lunettes, tu as des baskets, tu as plein d'objets dont tu fais la promotion et les marques ne te donnent rien. C'est pas juste. C'est pas faux, hein, finalement. Bah, ouais, mais on est tellement habitué à ce système-là. Mais oui. Regarde, c'est nous qui payons les salaires de tout le monde et il n'y a personne qui nous dit merci. Ça, en plus, c'est pas juste. Il y a plein de trucs qui sont pas justes, quoi. Comme cette montre-là, d'ailleurs, elle est un peu bizarre. Je l'ai vu et j'ai vu le proto en vrai et franchement, elle est top aussi. Hein, et ça, on est très fiers parce qu'on parle justement du fait que chez nous, c'est pas tant l'objet, sinon la manière de le vendre, mais on voulait démontrer avec ce chapitre Delta qu'on a aussi une capacité d'innovation puisqu'on a créé notre propre complication manufacture maison. C'est une lecture asymétrique du temps. En fait, une lecture triangulaire et c'est fonctionnel. Hein. Le petit truc que tu vois là, alors c'est pas très visible. En fait, je mettrai des images. Voilà, va se déplacer en fait le long du triangle et remonter. Et en fait, c'est une heure hypocycloïde qui va faire une deltoïde. En fait, c'est pour ça qu'on appelle les chapitres delta. Et c'est une heure en fait qui va se balader. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, elle arrive à midi et elle va se nicher pendant une demi-heure en haut, pivoter, repartir. Et elle fait ce qu'on fait en fait toute la journée, on court dans tous les coins, sauf que la montre en fait elle va exprimer ça de manière visuelle, le fait que de temps en temps l'heure décélère, ça s'arrête et puis ensuite ça repart, on repart en courant dans un autre coin. Et franchement en plus le design induit par le mouvement est assez spectaculaire, très imposant avec ce triangle au centre. Ça change, enfin ça prouve encore une fois qu'il y a des idées, tout comme le tourbillon. Et là, c'est une autre façon de... Après, la lecture de l'heure, elle est pas compliquée du tout. Hein. C'est surtout le mécanisme en fait et la partie design qui pousse à apporter plus d'attention en fait et visuellement, c'est très réussi. Les minutes sont circulaires, donc en général, tu vas pas rater ton bus. Et tu arrives très bien à voir s'il est 2 heures ou 3 heures. Donc, si tu veux, c'est une lecture qui est tout à fait intuitive, sauf qu'elle est en fait différente. C'est clair que porter ça au poignet, c'est un statement ou ce qu'on appelle un conventional, quelque chose qui permet de démarrer la conversation, puisque de nouveau, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Ah, ça attire l'œil, hein, ça c'est sûr. Ouais. Clairement. Ouais. Donc, effectivement, tu as pu prouver qu'on pouvait faire un tourbillon, donc 10 fois moins cher que certains qu'on peut trouver. Et du coup, si tu veux citer les personnes qui ont contribué au projet, hein, tu parlais d'Olivier Maury, mais... Alors, plus que ça, on les a même listés sur notre site internet. C'est d'ailleurs, il y a un des plus grands journaux de Suisse romande qui est venu en me disant qu'ils allaient faire une enquête parce qu'ils avaient entendu qu'ils n'étaient pas sûrs que le tourbillon soit si joli. Écoutez, je vous ai simplifié la vie. Allez sur mon site internet, il y a la liste de tous les co-traitants, appelez-les. La conclusion de l'article, c'était si nous, on n'est pas Swissmade, les plus grandes marques de la vallée de Joux non plus, parce qu'on fait dans les mêmes usines. Donc, point. Voilà, la messe est dite. Et du coup, tu proposes aussi une version, on va dire, plus féminine du tourbillon, du coup, hein, aussi. Ouais, je ne l'ai pas là. On est allé juste réviser parce que le ton de la minuterie était faux. La couleur était faux, elle était en silver, elle devait être en 4N. Une montre qui s'appelle la Lily, du nom de la designer Liliane. De nouveau, si c'est elle qui l'a fait, je vais la mettre elle en avant, qui est fantastique, en 4N, un peu bling-bling, mais tout à fait agréable à voir, en 40 mm, le même tourbillon, et puis un bracelet céramique avec l'Easy Clip, je crois qu'on est une des premières marques à le proposer, qui est spectaculaire, et tout ça pour 300-400 € de plus. Donc elle est en moins de 7 000 €, pour un tourbillon féminin, bracelet céramique avec 9 diamants en plus dedans.
Mais au moins, ça permet de proposer à la jante féminine aussi une jolie montre avec un tourbillon sans qu'elle se sente lésée et mise de côté avec une montre qui brille partout et sans grand intérêt, quoi. Là, en fait, c'est vraiment à égalité. C'est ça qui est chouette. Alors déjà, l'industrie horlogère est assez macho, hein, parce que c'est quand même quasiment que des hommes. Chez nous, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui bossent dans la boîte. Et puis, on a un petit peu tendance, comme à dire, bon, allez, mets quelques brillantes, de toute façon, ils s'en foutent. Non, je pense qu'il faut respecter justement la jante féminine qui a tout à fait envie et le droit de porter de la très belle mécanique et un très très beau mouvement, un très très beau tourbillon, à des prix de nouveau qu'on peut se payer. Alors, je suis bien conscient, hein, quand on parle que 5, 6 000, 7 000 euros, c'est des prix inaccessibles. Ça reste des sommes, c'est sûr. Maintenant, quand on parle d'un tourbillon, c'est quand même très accessible. On a des montres spectaculaires aussi à 500-600 euros. Et franchement, Maxime, pour moi, il y a beaucoup de gens pour qui 1000 euros représentent beaucoup d'argent. Bien sûr. Et moi, j'ai envie que ces gens-là, ils trouvent chez moi quelque chose d'agréable. De nouveau, hein, si tu mets 1500 euros et que tu as un chrono Valjoux 7750 de ce gabarit, je pense que de nouveau, on sait pouvoir se faire plaisir dans des prix où les gens peuvent le payer. C'est ça. Et puis on sait là pour le coup où va l'argent. Enfin, en tout cas, on sait que c'est pas destiné à un budget marketing de fou, mais que ça va permettre de nourrir aussi les gens qui ont contribué à créer la montre, créateurs de la marque aussi, bien sûr. Ouais. Et, voilà, c'est tout un écosystème et on sait à qui va l'argent, quoi. Et ça, je pense qu'en tant que passionné, peut-être encore en plus. Ouais, davantage qu'en tant que client lambda. Quand t'es passionné, je pense que ça fait plus plaisir de savoir que tu payes le prix. Alors encore une fois, j'ai envie de dire le prix juste, mais finalement c'est pas le bon terme. Mais le prix juste pour soi, correspondant à un modèle économique en tout cas. On va dire que tu payes le prix qui te donne le maximum au poignet pour le prix le plus accessible. Voilà. Et ça indiscutablement, bien sûr. Et tu sais ce qui est marrant, Maxime, c'est que finalement, je te remercie parce qu'en général, c'est vrai que dans les interviews, on parle beaucoup de l'objet, on peut en parler. Hein. Tu peux d'ailleurs après continuer à expliquer un petit peu toutes les propriétés de ce tourbillon. Mais c'est vrai que souvent, on ne parle pas de ce qu'il y a autour de l'objet. Et dans ce cas-là, je pense que ça a été assez déterminant et merci de m'avoir donné la parole. Et merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de nous écouter, d'essayer de comprendre justement l'objet et ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour va conditionner le fait que vous ayez l'objet à votre poignet un jour. Il y a des humains aussi, des idées, enfin voilà, c'est pas juste des chiffres en fait. Exact, bien sûr. L'humain d'avant et l'humain et la passion avant le profit. C'est d'ailleurs un de mes dictons. Je pense que c'est important en tout cas. Et j'espère en tout cas que ceux qui viendront voir la vidéo apprécieront en tout cas. T'as aussi ta sincérité, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des fois. Par les chiffres en fait et business et tout, c'est souvent assez compliqué, mais en fait là du coup on a cette sensation que ça ne l'est pas. En tout cas tu t'en parles librement et ça c'est j'ai rien à cacher bien aussi, quoi. Bien sûr. J'ai rien à cacher, donc j'en parle librement, bien sûr. Et du coup ce tourbillon, donc il a un design j'ai envie de dire assez reconnaissable aussi, squeletté. Il y a des petites particularités quand même. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on a tout en interne, le designer et la prod. On fait T2, T3, c'est-à-dire on assemble nos propres composants maintenant, nos montres chez nous. On a une horlogère complète, ça s'appelle Rebecca. Et puis, en fait, le design de mes montres traduit un tout petit peu l'approche que j'ai. C'est-à-dire j'ai une approche transparente, donc mes montres sont souvent squelettées, transparentes. On a une couronne à 4 heures et pas à 3 heures, la couronne là, pour créer une asymétrie, parce que mon modèle économique est asymétrique. Ça nous permet aussi de placer une petite boutade qu'on aime bien, c'est que quand l'industrie est à 3 heures, nous on est déjà à 4 heures, donc on a 1 heure d'avance sur l'industrie, ce qui n'est pas faux. Et oui, nos montres sont reconnaissables, et à chaque fois, c'est des designs affirmés, puissants, et dedans, une qualité Swiss made qui est absolument impeccable. Oui, c'est pas du déjà vu ou c'est pas de la copie ou de l'inspiration d'autres marques comme on peut voir ailleurs en fait. En général, voilà, il y a quelques grands classiques que tout le monde copie. Nous, on voulait pas faire ça. On a vraiment créé nos propres modèles originaux. Puis même dans le nom, là, ça me fait penser à le 111O. Finalement, c'est le 11h10, c'est pas le 10h10. Alors, il y a une petite vidéo, je crois même sur mon site, où j'explique. En fait, on peut, à travers mon logo 10h10, 11h10, expliquer tout le système des marges de l'horlogerie, parce que quand on est à 10h10, on a 4 heures en haut et 8 heures en bas, et on retrouve les 1 tiers, 2 tiers, c'est-à-dire ce que la marque garde 4 heures
et 2 tiers, 8 heures, qui sont en fait le fait de la distribution. Et en fait, j'arrive à expliquer qu'en étant 11h10, en fait, nous, on redonne, on restitue. On restitue l'heure du marketing, qui est la différence entre 10 et 11. Et en fait, on restitue 9 heures. Et on garde 3 heures, dont 2 heures pour la prod et 1 heure qui constitue notre profit. Allez voir sur notre site, vous verrez tout, basonzod.com. Et un petit détail aussi, enfin, il y a plusieurs détails sur ce tourbillon, mais je pense principalement en fait au niveau du barillet, en fait, il y a des inscriptions, une petite phrase aussi. Enfin, c'est, je pense que ça ajoute quelque chose de personnel aussi à la montre, hein, par rapport à. Alors, écoute, très personnel en ce qui me concerne, j'en parle pas trop, mais si t'en parles, j'en parle volontiers. Sur le barillet, j'ai fait graver une phrase de mon père. Mon père était un ardent défenseur de l'horlogerie, donc ce tourbillon étant 100% neuchâtelois comme mon père, j'ai gravé une petite phrase discrète que j'ai découvert sur un livre qu'il a dédicacé à mon meilleur ami le jour de sa mort, le jour de la mort de mon père. Et cette phrase, c'est « Pour aimer du temps, celui qui ne compte pas ». Pour le coup, ça parle de l'éternité, le temps qui ne compte pas. Et j'ai gravé discrètement cette petite phrase sur le barillet. C'est pour moi un hommage à mon père, ce premier tourbillon 100% Swiss made. Placé comme c'est, en fait, faut vraiment. Ça implique aussi de vraiment se pencher et de regarder la montre en détail. Donc, finalement, c'est là qu'on va voir aussi la fameuse phrase sur un pont, The Veblen Dilemma. Voilà, il y a plein de petites choses. C'est vraiment une montre qui est très, très graphique et il faut vraiment la regarder. C'est ça, en transparence, parce qu'il faut vraiment rentrer dans la montre, en fait. On voulait que les gens mettent le nez dedans, effectivement. Ouais. Voilà, pour le coup, je pense que c'est réussi en tout cas. Et puis ça reste de la mécanique, mais du coup, il y a aussi une part de technologie avec le verre NFC, là, comme tu as montré avant. On était la première marque au monde à le faire. Donc, effectivement, tradition peut très bien rimer avec innovation. Voilà, et en plus, c'est fait de façon discrète et tout, quoi. Celle-là aussi, on va un verre connecté. Ça nous permet d'avoir un service concierge et de faire des choses assez fantastiques. Est-ce que c'est toi, donc je crois que c'est ta carte de visite, mais est-ce que ça peut servir aussi pour accéder à une sorte de fiche d'identité de la montre, enfin avec, je sais pas, savoir quand elle a été révisée ou achetée, ce genre de choses ou... On peut faire ce qu'on veut. Si tu veux, le certificat en général, même dans les blockchains, qui n'est pas lié à l'objet, si tu veux là, du coup, si tu as ta carte de visite, tu sais que c'est ta montre. Maintenant, en général, tu sais quand tu l'as acheté, donc on n'a pas vraiment énormément d'intérêt à faire ça. Par contre, on a une approche dynamique, c'est-à-dire même dans le cas extrême, tu te fais voler ta montre, tu nous appelles, on peut changer le lien et rerouter le lien vers une page en disant attention, cette montre a été volée, merci de nous contacter. Si quelqu'un scanne, donc s'il essaie de la revendre, en fait tu scannes la montre et tu dis non, je ne vais pas t'acheter la montre parce qu'en fait tu l'as volée. Ok, donc ça c'est génial aussi. Ça, on est les seuls à pouvoir le faire. Ok, ça va peut-être aussi donner l'envie à d'autres marques de le faire, mais en tout cas c'est bien. C'est pour ça qu'on a 4 heures. C'est ça, 1 heure d'avance. Exactement. Et après, au niveau de la distribution, donc tu parlais des affluents d'or, mais je crois que maintenant on peut aussi acheter directement via le site, c'est ça? Alors on pratique les 3 formes, le commerce, le e-commerce et le WeCommerce. Tu peux passer ici, on a d'ailleurs, c'est de là que je te parle, on a une magnifique salle pour recevoir nos clients dans la Villa Castellane, une plus belle bâtisse de Neuchâtel, où tu peux t'asseoir, prendre la montre et puis la payer comme dans un magasin. Et on cherche d'ailleurs d'autres lieux dans le monde et en France d'ailleurs pour faire ça. Tu peux l'acheter sur le site internet parce qu'il y a des gens qui me disent moi ton histoire de communauté je m'en fous. Bon, pas de souci, on veut pas obliger les gens à prendre une carte de fidélité ou à s'inscrire dans une communauté. Mais beaucoup de gens ont beaucoup de plaisir finalement. Il y a des milliers de personnes inscrites, peut-être même proches de chez vous, qu'on peut voir sur une carte. D'ailleurs, on peut voir qui a une montre proche de chez soi et on peut contacter cette personne. En fait, les gens se parlent, vont boire un café, échangent, ça s'est fait souvent. La personne va vous communiquer un droit d'achat que vous allez utiliser, vous allez consommer un droit d'achat, acheter la montre, il n'y a pas de rabais, c'est toujours le même prix. Par contre, la personne va avoir une petite récompense et vous, si vous l'achetez comme ça, vous pouvez aussi à votre tour recommander, à voir si vous voulez une récompense. C'est proposé, mais pas imposé. Ok. Ouais. Donc voilà, chacun est libre de choisir en fait selon ce qu'il veut, mais avec du coup voilà, s'il achète en ligne, forcément il y aura une partie de l'expérience en moins, mais voilà, ça convient à certaines personnes aussi. Et puis il y a des gens qui veulent la montre et pas l'expérience, mais moi il faut respecter quoi. Ok. Et du coup, par rapport à la suite, donc tu parlais du chronographe, est-ce qu'il y a d'autres ça c'est le dernier venu en tout cas. Oh là là, on a plein d'idées. On a beaucoup d'idées. C'est un peu même le problème, on a tellement d'idées qu'il n'y a pas
Il n'y a pas assez de temps dans une année pour toutes les faire et les lancer. Mais on a des choses assez spectaculaires qui vont venir. On a un déroulement d'ici la fin de l'année qui va être assez spectaculaire. Ouais. Oui, parce que finalement, le modèle, en fait, permet et a prouvé qu'on peut créer des montres avec des belles complications et finalement Écoute, pas si cher que ça, ou en tout cas plus abordable que d'autres. Non, mais j'ai conscience, et je le dis avec humilité, on peut disrupter n'importe quoi. Ça en est presque préoccupant et de temps en temps, je me demande même si je dois faire certaines choses parce qu'il y a quand même quelques vaches sacrées, hein. Mais en fait, on peut faire n'importe quoi à des prix qui décoiffent complètement et qui détonnent. Et mon but n'est pas de faire des croche-pieds sur le terrain, hein. C'est pas d'embêter les autres marques, mais j'ai envie d'explorer et de faire des très très beaux mouvements, mais du coup de les rendre un peu plus accessibles. Mmh. D'ailleurs, avec les autres marques, ça n'a pas causé de soucis, jalousie ou de... Écoute, les grandes marques, les grands noms institutionnels, au contraire, aiment beaucoup ce que je fais. Il y a beaucoup de soutien. Ils trouvent bien. Et je vais même te dire, on est pour l'instant un des secrets les mieux gardés de Suisse romande ou de l'industrie horlogère, puisqu'on vend quasiment qu'en Suisse romande. Et on vend à beaucoup d'acteurs de l'horlogerie. Des gens qui travaillent dans les marques, etc., achètent beaucoup nos montres. Et donc, on a beaucoup de soutien des co-traitants ou des marques, etc. Oui, bien sûr, il y a certaines marques qui gonflent un peu les trucs à l'hélium, qui sont un peu mal à l'aise de voir le même tourbillon que nous, vendu 10 fois plus cher, et derrière, il n'y a que du blabla. Point. Bah oui, elles sont vexées, mais bon, après, pas d'omelette sans casser deux, et puis après, tant pis, quoi. Enfin, tant pis ça peut créer de l'émulation aussi, hein. De toute façon, des fois, le fait de faire ça oui, fait réfléchir d'autres marques. Après, chacun son truc, et puis chacun libre de vendre comme il veut, hein. Après, il y a toujours des gens qui seront très contents de payer une blinde pour une montre, parce qu'ils peuvent montrer à leurs copains qu'ils ont dépensé très très cher. Ça s'appelle l'effet Veblen, ça marche, et tant mieux pour les autres marques, quoi. Enfin, chacun son truc. Moi, je pense qu'il y a des gens pour qui 1000 euros représentent beaucoup d'argent. Ah bah bien sûr, mais même pour quelqu'un de non initié déjà, payer une montre plus de 100 euros des fois, c'est complètement dingue parce que eux ils connaissent que des montres à quartz pas chères vendues au bureau de tabac par exemple. Et mais 1000 euros, mais même 500 euros en fait, c'est déjà une somme. Donc après quand on voit ce qu'il y a dedans, quand on voit le boulot qu'il y a dedans pour faire une montre aussi précise, quelque chose qui va durer des années, voire des décennies, des siècles, c'est impensable. C'est pour ça que beaucoup de gens se passionnent pour l'horlogerie, parce que quand on sait vraiment ce que c'est incroyable. C'est un monde merveilleux en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est difficile de s'en défaire. Donc, écologique au monde qui marche aussi longtemps que vous marchez, parce que vous bougez votre bras. Enfin, c'est une précision pour arriver. Il y a un client un jour qui est venu me dire, ouais, ma montre, elle a 20 secondes de retard par jour. Mais regardez combien il y a de secondes dans un jour. Prenez 20 et faites un pourcentage. J'ai dit, mais votre montre, en fait, elle est précise à 99,98%. C'est de la mécanique. C'est tout à fait acceptable. Mais oui. Voilà. Ok. Du coup, je pense qu'on arrive tranquillement à la fin de ce petit entretien. Mais en tout cas, de mon côté, ça m'a fait super plaisir de pouvoir parler avec toi de ta marque, de la montre et tout. Donc j'espère que ça aura plu aussi aux abonnés et puis à tous ceux qui viendront voir la vidéo. Mais voilà, de toute façon, je rajouterai aussi des images durant l'entretien. Donc je me suis bien amusé à la prendre, à la filmer à la fois même en macro et tout. Donc ça devrait être sympa. Ok. Merci beaucoup à toi, Maxime. Je te remercie aussi, Thomas. Franchement. Et on reste en contact. Oui, avec plaisir. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Ouais, merci à tout le monde. Puis n'hésitez pas du coup à dire en commentaire aussi ce que vous pensez de tout ça. Et puis on se fera un plaisir de lire les commentaires. Et je répondrai. Voilà, super. Merci. Allez, salut à tout le monde. Bye bye Maxime, au revoir.